501, copain Robert. Jean-Renaud Etienne. Voilà. 286. Film là. Brunion André. 1767. 1767. Sautron Michaud Marguerite. 941. Il avait le 1061, mais c'est d'un bon show. Ça va, monsieur? Ça va, Salut. Voilà, c'est fait alors. 1933. Maté Bouquet Solange. Ça veut faire pour deux? Oui, il n'a pas de cap. On va sûrement bien le temps. Ah, mais c'est pour le deuxième tour, ça n'est pas. Absolument, c'est vraiment un moment convenu. Bon, d'accord, on fait pas de photos jusqu'au musée. Ouais, d'accord, tous? Ok. Alors, on musée, faisait, je on prends fera des des photos. photos. Bon, d'accord, on y va tranquillement. Dès le début de cette campagne électorale, nous avons nous-mêmes souligné que l'élection présidentielle constitue par son caractère même une bataille particulièrement difficile pour le candidat communiste. Cette difficulté a été considérablement accentuée en raison de l'action convergente de tous les autres candidats pour escamoter les conditions réelles du changement, pour empêcher les Françaises et les Français de choisir librement une politique nouvelle, pour restreindre le vote à un choix entre deux candidats. En votant communiste, ils se sont prononcés clairement en faveur d'une politique nouvelle comportant les améliorations attendues par les travailleuses et les travailleurs, ainsi que les profondes réformes anticapitalistes sans lesquelles ces objectifs ne peuvent pas être atteints. Ils se sont affirmés pour un gouvernement d'union capable d'agir efficacement
pour mettre en œuvre cette politique nouvelle. Ils ont exprimé leur volonté d'agir eux-mêmes pour le changement. Ils ont bien fait. Ils ont fait le meilleur choix possible pour le changement et pour l'union. Pour prendre les décisions utiles à cet effet, le comité central de notre parti se réunira mardi. Oui? Monsieur Marché, bonjour, c'est Étienne Mouzon, Réforme capitaliste que j'ai relevé dans votre tête par l'instant. J'attends que nous finissions notre conversation, monsieur Marché. J'aurais évidemment souhaité un résultat meilleur. Je me suis battu pour cela. Mais vous savez, les communistes en ont vu d'autres. Et quand on a près de 5 millions d'hommes et de femmes derrière soi, et près de 5 millions d'hommes et de femmes avec un niveau de conscience extrêmement élevé, on peut envisager l'avenir avec confiance. Vous savez, puisque vous m'interrogez, je vais vous aller un peu plus loin et vous dire ce que je pense. J'ai dit que c'était une élection difficile. La présidentielle, tout le monde le fait. Cette élection présidentielle au suffrage universel, c'est machiavélique. Et je dois dire, et je le regrette, je dis ce que je pense, nous avons contribué nous-mêmes à la rendre de plus en plus difficile en ne présentant pas un candidat à chaque élection. Ça, c'est ma première observation, je le pense profondément. Et s'ajoute à cette difficulté les manœuvres sordides, je dis bien sordides, à laquelle nous avons assisté, d'abord de la part de Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing a désigné lui-même son adversaire privilégié du deuxième tour, en l'occurrence François Mitterrand. Et François Mitterrand lui a renvoyé la balle, c'est une partie de ping-pong. Ne disait-il pas encore vendredi soir à Toulouse, pourquoi y a-t-il 6 candidats socialistes alors qu'un seul suffit? Voilà la conception qu'a François Mitterrand de la démocratie. C'est un numéro de duettiste, mais j'ajoute, c'est un numéro de duettiste honteux. D'abord, ils ont annoncé leur candidature le plus tard possible. Deuxièmement, chercher un programme réel, constructif, comprenant les réformes anticapitalistes, démocratiques, sans lesquelles on ne sortira pas le pays de la crise. Moi, j'ai eu au moins, avec mon parti, le courage de dire franchement des choses. Attendez. Les électeurs Giscard, et on verra après. Eh bien, il faut faire leur expérience. Croyez-moi, je vais, et mon parti, nous allons les aider dans le combat pour faire que cette expérience ne soit pas trop dure pour elle. Parce qu'elle disparaît. Attendez, monsieur. Permettez là-bas, s'il vous plaît. Allez-y. Mais ce que je sais, et en tout cas, il est exclu, totalement exclu, que le Parti communiste puisse lutter pour une autre politique que celle qu'il mène, c'est-à-dire la politique de ses 22e et 23e congrès. Il est d'autres propositions pour changer les choses. Ça, c'est exclu. Par conséquent, attendez, vous interrogez, je réponds. C'est pas vous qui allez prendre la décision, c'est bien. Alors, il est totalement exclu que nous changions notre politique. Quant à nous, nous ne posons pas de conditions. C'est Mitterrand, qu'est-ce qu'il a dit? Pas de discussion entre le premier et le deuxième tour, pas de ministre communiste. Les Françaises et les Français, ils sont informés, ils savent ce qui va se passer demain. Comment voulez-vous que les Français et les Français s'y retrouvent quand ils vous entendent? Bah, ça fait 4 mois que Mitterrand, Monroy, Jospin encore avant-hier, disent
Il n'y aura pas de réunion entre les retours. Il n'y aura pas de négociation. Il n'y aura pas de ministre communiste. Mais ça, vous vous êtes bien. Ça, vous vous êtes bien gardé d'en informer les Français et les Français. Les leaders du Parti socialiste que vous avez cités, eux, n'en voulaient pas. Avant le premier tour, ils disaient qu'ils n'en voulaient pas. Et on aura probablement. Eh bien non, qu'avec prudence et une patience inlassable, son gouvernement fait évoluer les systèmes d'enseignement, de formation et d'éducation pour que l'ensemble des Français ne rentrent pas à reculons dans le nouveau monde qui s'annonce et se construit sous nos yeux. Et efficacité, certains le trouvent conciliant, en oubliant au passage, comme ma grand-mère paternelle, qui me disait qu'il ne faut pas demander à un figuier de faire des fraises. Les Français savent, par exemple, odorantes de promesses et par nature souvent stériles et en tout cas bourrées d'épines. Je dois être sans doute le premier candidat à la présidence de la République qui vienne défendre à Montreuil et parmi vous les idées de liberté. Pourquoi? Parce que nous savons tous que le Parti communiste est contre la propriété privée. Eh bien, la Seine-Saint-Denis n'est pas la propriété du Parti communiste français. La Seine-Saint-Denis fait partie de la République française. Ses habitants ont les mêmes droits que tous les autres Français. C'est pourquoi j'ai tenu à leur rendre visite, pour leur dire à la fois que je compte sur eux et en même temps que je compte agir pour eux. Et d'ailleurs, il ne faut pas se tromper sur les indications électorales. Le scrutin majoritaire dissimule le fait
qu'il y a en Seine-Saint-Denis, dans toutes les catégories de la population, de nombreux électeurs qui se prononcent chaque fois pour les valeurs de la liberté. J'ai eu ici, à Montreuil, alors que j'étais à l'époque presque inconnu, plus de 15 000 voix à Montreuil en 1974. J'ai eu, Monsieur Meige, grâce à vous, une large majorité chez vous. Et je regarderai avec attention les résultats de la Seine-Saint-Denis en 1981 parce que je suis sûr qu'ils seront meilleurs qu'en 1974. Proposé aux assemblées régionales de l'Île-de-France, qui l'ont accepté, que l'exposition internationale de l'an 2000, qui sera le grand événement mondial, ait lieu chez vous, c'est-à-dire s'appuie principalement sur le nord-est de Paris et de sa banlieue, dans un triangle compris entre Roissy, La Villette et Marne-la-Vallée. Et ainsi, à l'occasion de cette exposition, qui, je le répète, sera le grand événement du monde, puisque c'est là que le monde entrera dans le 3e millénaire. Ceci se passera chez vous. Mais cette image de la banlieue nord-est serait meilleure si les Français veulent un emploi. On leur annonce la multiplication des conflits sociaux et la majoration de la taxe professionnelle, là où elle atteint déjà, malheureusement, chez vous, des niveaux qui font fuir les entreprises. Et c'est avec regret, Monsieur le Vice-président, que j'ai constaté que malheureusement la population de la Seine-Saint-Denis avait marqué une tendance à la diminution, alors qu'elle augmentait ailleurs, dans la grande couronne de la région parisienne. Pourquoi? Parce que les conditions économiques et sociales qui sont faites à l'activité sont des conditions qui, ici, la découragent au lieu de l'attirer. Les Français veulent devenir propriétaires de leurs maisons. Combien de maisons individuelles a-t-on construit dans les municipalités collectivistes? Combien de logements dans ces mêmes communes sont offerts en accession à la propriété? Ma conception de la démocratie est différente. C'est la démocratie française. J'ai banni l'esprit partisan de mon action publique. Et c'est d'ailleurs sans doute pourquoi, Monsieur le Vice-président du Conseil général, vous avez accepté d'être mon mandataire dans cette élection. Vous remarquerez d'ailleurs que si mes concurrents ne sont pas avares de critiques, aucun d'eux n'a pu me reprocher d'avoir utilisé les moyens de l'État pour favoriser au détriment des autres les catégories sociales ou les régions qui soutenaient ma politique. Leur silence sur ce point, alors que la critique serait naturellement tentante, montre que je n'ai été guidé que par l'esprit de justice. Vous allez voir monter au cours des 3 prochaines semaines les forces de la raison, les forces du bon sens. Vous allez voir que c'est la France profonde que l'on va voir sur la surface de la France, et vous allez voir qu'elle est la plus nombreuse, et que je suis sûr, et vous le sentez à me regarder, je suis sûr que cette France-là, qui est la vraie France, qui est celle qui a la charge de l'avenir de notre pays, l'emportera. Quels sont les enjeux? Il y a d'abord, vous l'avez rappelé, Monsieur Meige, il y a la paix. Et jour après jour, ce matin encore, j'étais amené à me préoccuper de la situation douloureuse du Liban, pays, vous le savez, frère du nôtre, dans lequel il existe des communautés de chrétiens qui ont notre tradition de foi et de langue, et pays qui actuellement déchiré une fois de plus par des affrontements et par des bombardements fratricides. Il fallait donc décider d'abord d'envoyer une aide humanitaire au Liban. Il fallait ensuite, ce que j'ai fait cet après-midi, envoyer un envoyé de la France au président du Liban pour voir ce qui pouvait être entrepris sur le plan politique pour mettre fin à ces bombardements et à ces affrontements et pour saisir l'État. Alors, messieurs les contribuables, bonne chance, car qui paiera? Et sans compter les dépenses à la charge des entreprises. Il est
invraisemblable de vouloir faire croire que le problème de l'emploi et le problème de l'activité économique, on peut les traiter de façon distincte et qu'on peut dire un jour... Là, concerne ma politique sur 3 piliers. D'abord, le franc, parce que c'est le